à Bonjour. tous. Bonjour et bienvenue à notre webinaire de juin, donc dédié à la communication thérapeutique. Donc aujourd'hui, avec Ronan, donc à l'IFH, on a l'honneur en fait d'accueillir avec nous Laure Watlett, qui est médecin urgentiste. Et aujourd'hui, en fait, à travers son livre, donc un roman illustré que je peux vous montrer ici, eh ben, elle va vous partager des outils pour voilà, améliorer votre communication auprès de vos patients. Donc voilà, c'est vraiment de la communication plutôt centrée pour les professionnels de santé, notamment si vous êtes soignant à l'hôpital. Si vous êtes non professionnel de santé, sachez que ce webinaire sera aussi tout à fait intéressant puisqu'il pourra vous permettre d'améliorer votre communication au quotidien. Donc voilà, au cours de la présentation, donc elle va se diviser en deux parties. Une première partie, la première demi-heure, donc ça sera la présentation de Laure sur ce thème. La seconde partie sera dédiée aux questions-réponses. Donc pour toute question, vous n'aurez pas accès à votre caméra et à votre micro, donc vous pouvez les poser dans le chat qui est disponible ici, donc Q&R, questions-réponses, par écrit, et ensuite on fera la sélection et puis on posera toutes les questions à Laure à la fin, dans la deuxième partie du webinaire. Voilà, je laisse Ronan donc poursuivre la présentation avec qui on est déjà. Voilà, qu'est-ce que l'Institut français d'hypnose. Parfait. Merci beaucoup, Estelle. Je te laisse diffuser le PowerPoint du coup. Et puis, effectivement, en très synthétique, quelques mots donc, sur l'IFH pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, l'Institut français d'hypnose créé en 1990 par le professeur Didier Michaud. Donc, on forme les professionnels de santé exclusivement en hypnose et en communication thérapeutique. Donc, les professionnels de santé dans leur domaine de compétences avec des programmes spécifiques, soit par profession, par exemple pour les dentistes, les pédiatres, etc., soit par thématique. Et donc, autant autour du champ, des champs dans lesquels l'hypnose est reconnue comme étant efficace, donc toute la question de la gestion de la douleur et également toutes les indications en psychothérapie. Donc des programmes dans ce cas-là qui s'adressent aux psychologues cliniciens, aux psychiatres et aux psychothérapeutes ARS. En deux mots également, on vous partage ce soir un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois qui s'appelle Serenleaf. Alors Serenleaf, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de nouvelle offre qui a été mis en place afin d'améliorer le bien-être et la santé mentale au sein des organisations. C'est une offre globale qui s'appuie dans certains cas sur l'hypnose quand c'est nécessaire et dans d'autres cas sur d'autres outils afin de gérer par exemple le stress, la prévention du burn-out. Et cette offre, elle est mise à disposition soit des établissements de santé, soit des entreprises. Alors sur la slide suivante, on va voir le site internet du coup de cette nouvelle offre, serenleaf.com, et donc vous pourrez trouver les renseignements sur cette diapositive. Merci beaucoup Laure pour votre présence aujourd'hui à notre côté. Bravo pour ce très bel ouvrage et on va vous laisser vous présenter. On reviendra avec Estelle à la fin de la présentation après avoir collecté les questions des participants. Et alors on peut dérouler les différents points sur Serenleaf si vous voulez. Voilà, donc améliorer le bien-être et la santé mentale et le site internet pour les personnes qui voudraient aller plus loin. On est à disposition des personnes qui auraient des questions sur ce sujet et comment mettre en place des projets pour justement améliorer cette question qui est assez fondamentale de santé mentale au sein des organisations. Laure, nous vous laissons donc la parole. On vous laisse vous présenter et poursuivre la présentation et on revient tout à l'heure avec Estelle. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là donc pour cette présentation. Comme Ronan vous l'a expliqué, c'est moi qui vais donc me présenter et je commence par vous expliquer mon parcours. J'ai commencé d'abord en fait à la London Contemporary Dance School. J'ai fait des études humanités artistiques, donc j'avais plus de danse que de mathématiques ou de sciences. Et en Belgique, au moment où j'ai commencé, c'était tout à fait possible d'avoir ce parcours un peu original avant de commencer la médecine. Actuellement, avec l'examen d'entrée, c'est des choses qui sont un peu impossibles avec des jeunes qui commencent la médecine à partir de leurs
13 ans, ils ont déjà leur parcours tout tracé et choisissent toutes les options en fonction de ce qu'ils veulent devenir. Eh bien, je voulais simplement dire que actuellement, en tout cas, ça n'a pas été mon cas et je pense que ça contribue au fait de ce que je vais faire et en tout cas de ce que je fais actuellement pour la médecine d'urgence. Alors, j'ai étudié à l'UC Louvain, donc en Belgique, et lors de mon internat, je suis passée par l'hôpital universitaire Saint-Luc qui accueille des anesthésistes, en tout cas pas accueille, mais elles font partie de toute l'équipe et beaucoup d'anesthésistes à Saint-Luc sont formés à l'hypnose. La première chose qui m'a frappée, c'était vraiment cette ambiance très différente entre des salles où les anesthésistes avaient été formés à l'hypnose et d'autres pas. Je me suis donc directement formée l'année d'après cette période d'internat en hypnose médicale et communication thérapeutique avec l'Institut Émergence, qui est donc basé à Rennes et un institut qui ne forme que des professionnels de la santé. En 2013, j'ai commencé à travailler dans l'Institut Elora, donc un CHU belge qui a plusieurs sites, on y reviendra, et je me suis également formée au débriefing clinique dans cette haute école de Namur, Liège et Luxembourg, et j'ai rejoint l'équipe des formateurs de l'Institut Milton Erickson à Biarritz, au Pays Basque. Je travaille dans un petit hôpital que vous voyez là apparaître sur l'image, l'hôpital de Nivelles, c'est un hôpital plus ou moins de 300 lits, et je travaille donc au sein de service des urgences, et je vous montre ici notre écusson duquel nous sommes assez fiers, puisque nous travaillons donc en proximité avec un engagement du respect et de l'efficacité. Voilà ce que j'appelle un petit peu mon pédigré. Alors, on parle de communication thérapeutique. Qu'est-ce que la communication thérapeutique? Une des premières choses qu'on peut se demander, c'est quelle est sa place dans la littérature médicale et dans la littérature scientifique. Eh bien, actuellement, la communication thérapeutique est vraiment au début, on va dire, de son élaboration au niveau scientifique et nous n'avons pas beaucoup de vrais papiers reconnus dans des grandes revues. Certains, oui, et on va en parler de ceux qui ont été qui ont reçu prestige dans des grandes revues, mais en tout cas au niveau scientifique et preuve, c'est encore maigre actuellement. Par contre, donc quand on parle d'hypnose et de communication thérapeutique, on parle d'hypnose. Cette hypnose, comme je vous montre ici sur ces images, elle a des côtés un peu magiques qui peuvent faire parfois peur à certains professionnels de la santé et donner beaucoup de réticence quant à l'utilisation et son utilisation dans nos pratiques médicales et entre autres en intra-hospitalier. Le personnage que vous voyez en haut à gauche nous fait beaucoup d'ombre puisque vu ce qui se passe lors des hypnoses de spectacle, eh bien, il y a un amalgame entre hypnose de spectacle et hypnose médicale, raison pour laquelle je pense la communication thérapeutique est un moyen de faire de l'hypnose sans pour autant parler d'hypnose aux patients également. Il y a réellement cette question encore actuelle. J'espère que vous rigolez un petit peu derrière vos écrans, de savoir si l'hypnose a sa place dans l'hôpital ou dans les soins de santé. Eh bien, je pense que si quelqu'un fait une recherche, en tout cas au niveau des grandes revues scientifiques, en fait, oui, on peut voir qu'actuellement, nous avons toutes les preuves neurophysiologiques et neuroscientifiques pour pouvoir dire que l'état de conscience modulé de l'état de cette conscience hypnotique existe réellement et que l'hypnose a des effets importants sur le plan analgésique et au niveau de l'anxiolyse. Je vous laisse avec toutes ces références, mais réellement, nous ne pouvons plus contester l'effet de l'hypnose sur, en tout cas, notre cerveau et sur notre manière de percevoir la douleur. Alors, voilà, je vous ai expliqué, moi je travaille aux urgences. Je travaille aux urgences d'un hôpital où on va aussi en préhospitalier. Donc, est-ce que réellement l'hypnose a sa place aux urgences? Est-ce qu'elle a sa place en préhospitalier? Eh bien, je vais tenter de vous montrer que oui, elle a sa place et d'autant plus dans ce contexte de stress. Alors, la clé de quoi? La clé, en fait, de comment rester également dans ce système de soins qui est en fait assez violent, autant pour les soignants que pour les soignés. La communication thérapeutique a été pour moi, en tout cas son implication dans mon quotidien
dans mon travail a été réellement une thérapeutique adjuvante à ce que je fais habituellement. On dit toujours l'hypnose, c'est faire avec. L'hypnose, oui, et la communication thérapeutique aussi. C'est une thérapeutique qui est adjuvante. Je continue à utiliser des analgésiques classiques. Je continue à utiliser des anesthésiques classiques et je continue à faire des anesthésies locales quand je fais des points de suture. Néanmoins, j'utilise les outils de communication thérapeutique issus de l'hypnose médicale pour améliorer le vécu de mon malade, mais de diminuer également la consommation de ces anesthésiques et de ces analgésiques. Alors, on parle de communication thérapeutique, communication, voilà, communication non violente, communication positive, communication empathique ou communication hypnotique. Les limites de cette communication thérapeutique sont relativement floues et restent actuellement floues. Alors moi, je vais vous faire la définition que moi j'en ai faite en tout cas, qui est que la communication thérapeutique peut être définie comme un ensemble de tous les outils communicationnels qui contribuent à améliorer le vécu et la compréhension des patients, des patientes lors d'un contact dans le milieu de soins, quel qu'il soit. Et ces principes sont issus de l'hypnose médicale. Donc, pour illustrer un ensemble, une boîte à outils qui nous permet, en tant que soignant, d'accueillir un patient de manière peut-être un peu différente, puisque ce patient arrive chez nous dans un univers qui ne lui est pas connu, que ce soit en cabinet libéral ou à l'hôpital. Il est chargé, en fait, de ses peurs, de ses questions et souvent de la douleur. Alors, on a tous d'abord primum non nocere, oui, mais également on sait que guérir parfois, soigner toujours. Au minimum, nous espérons que nos patients, après un contact médical, soient plus soulagés, rassurés et informés, si possible également plus confortables, avec vraiment un espoir de changer quelque chose pour le malade qui vient nous demander de l'aide. Il y a une multitude d'outils et je vous montre un petit peu ce que moi, en tout cas, j'avais sélectionné comme outils qui pouvaient être utiles et très pratiques dans l'utilisation donc de cette communication thérapeutique au chevet du malade. Et c'est celle qu'en tout cas, moi, je pratique tous les jours et que j'encourage à pratiquer. Alors, dans nos services d'urgence, comme dans beaucoup d'autres services, et je pense dans plein d'autres endroits, voilà, il y a énormément de violences qui sont là. Et une des premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un substrat physiologique à cette violence qui opère pendant les soins? Le cerveau, nous avons tous un cerveau, fonctionne de manière avec un réseau de neurones. Alors, je vous rappelle des toutes petites bases physiologiques. 86 milliards de neurones en moyenne, 7000 dendrites par neurone, 10 milliards de synapses par centimètre cube, et donc une information qui circule à 460 km à l'heure. Ces réseaux sont organisés de manière anatomique. Comme vous voyez ici, il y a un réseau qui est un peu surligné en rouge, qui fonctionne avec l'amygdale, l'insula antérieur, le cortex cingulaire antérieur, le striatum ventral et l'aire tegmentaire ventrale. Ce réseau est le réseau qu'on appelle le réseau de la science. Nous, Homo sapiens, sommes des êtres sensoriels et nous recevons les informations de notre environnement selon 5 canaux sensoriels: le canal visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Ces informations sensorielles arrivent dans ce centre qu'on appelle le réseau de la science, qui fonctionne un peu comme un centre de tri. Et selon notre canal sensoriel préférentiel, puisque voilà, si vous êtes par exemple avec l'oreille absolue, vous allez entendre différemment que quelqu'un qui n'a pas l'oreille absolue. Si vous avez, comme beaucoup de soignants, quelque chose avec le toucher qui est peut-être plus important que dans une autre tranche de la population, on sait que les soignants sont beaucoup plus kinesthésiques, donc ça veut dire ce canal qui intéresse le sens du toucher. Eh bien, vous n'avez pas les mêmes informations sensorielles, en tout cas, elles ne sont pas triées de la même manière que votre voisin qui, lui, par contre, a, par exemple, un daltonisme ou alors il est au niveau auditif, il a ce qu'on appelle cette oreille absolue. Donc, les informations sensorielles arrivent par l'extérieur, sont triées donc au niveau de ce réseau de la science et ces informations sont relayées au niveau de notre cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est cet endroit de la pensée abstraite, de la mémoire de travail, celle qui nous permet par exemple de calculer, de faire du calcul mental, mais c'est celle aussi qui nous permet d'avoir un comportement adéquat selon notre environnement, selon les environnements que notre réseau sensoriel va recevoir.
Lorsque le cerveau est tout à fait serein, et j'espère que c'est votre cas pour le moment, eh bien, toutes les informations sensorielles qui vous arrivent, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique, sont relayées à votre cortex préfrontal qui vous permet de mémoriser une partie de ce que je vous raconte, mais également qui vous permet d'adopter actuellement un comportement adéquat selon l'environnement. Ça, c'est quand la prise est bien branchée. Alors, les études de Arnsnet, donc Amy Arnsnet et Data, qui sont deux médecins qui travaillent dans l'université du Yale, ont soumis d'abord des chimpanzés et puis ensuite des humains à un stress aigu. Et ils remarquent en fait que ce comportement change en fonction si on a un stress aigu ou si on est dans un moment tout à fait serein. En fait, on perd la capacité d'avoir un contrôle sur notre comportement. Les informations sensorielles arrivent, mais la connexion entre le cortex préfrontal et ce réseau de la science est défaillant. On voit sur la partie de gauche du dessin, vous voyez que donc lorsqu'il y a une majoration de ces catécholamines, l'adrénaline, le cortisol, il y a réellement une dépolarisation cellulaire qui s'opère et donc une fracture chimique entre ce réseau de réception de l'information, réseau de la science, et le cortex préfrontal. C'est ce qui arrive tant dans le chef des soignants que des soignés. Les pédiatres ont tous dans leur petite poche une calculette. C'est pas que les pédiatres ne savent pas calculer, c'est que lorsqu'ils sont soumis à un stress aigu, un enfant en détresse vitale, le pédiatre ou la pédiatre est incapable de faire un calcul mental. C'est normal. Il y a cette diminution de capacité cognitive lorsque le cerveau est soumis à un stress aigu. Lorsque cette connexion est rompue, c'est quand même quelque chose qui est classique lorsque quelqu'un arrive dans un service d'urgence, en consultation d'oncologie ou devant n'importe quel professionnel de la santé, devant un technicien radio, un technologue radio qui, lui, doit faire un examen qui peut parfois être même douloureux ou en tout cas peut donner lieu à un stress aigu chez le patient. Or, on sait que la relation thérapeutique, la relation entre un patient et un clinicien a réellement un impact scientifique, statistiquement prouvé sur les résultats en termes de soins de santé. Donc, notre relation que nous allons créer entre un patient et un soignant est tributaire des résultats en termes de soins de santé. Comment créer, malgré cette asymétrie de relation par essence, dans le sens où nous, soignants, sommes dans notre univers lorsque nous accueillons malades. Donc, notre cerveau, à ce moment-là, est normalement en meilleure capacité cognitive que le patient qui, lui, est chargé de ses peurs, de ses questions et de ses stress. Comment arriver à tisser ce lien de confiance indispensable à la relation thérapeutique et au fait que le patient va adhérer ou non à notre traitement. Par exemple, on a beau faire le plus beau diagnostic possible, au niveau même que ce soit en médecine, en kinésithérapie ou autre chose, mais faire de notre mieux notre travail, si la relation de confiance n'a pas été créée entre le patient et le soignant, même malgré toute la bonne volonté, eh bien, malheureusement, on peut échouer dans notre consultation car le patient, s'il n'a pas confiance, ne va pas adhérer au traitement. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord observer. Est-ce que notre malade est dans un état cognitif capable de comprendre la relation? Avant de commencer quelconque communication, savoir si l'interlocuteur en face est présent totalement ou est ailleurs. Il y a énormément de soignants qui expriment très très fort ça. Parfois, je suis en train de parler à mon malade, mais il ne comprend pas, il n'est pas là. Et bien de fait, soumis à un stress aigu, le patient ou la patiente peut avoir cet état, regard vide, pas d'expression, l'air absent, cet état cognitif modulé, altéré, qui ne lui permet pas d'accéder à ces aires cognitives qu'on appelle supérieures, ou en tout cas qui lui permettent de mémoriser ce que vous êtes en train de lui expliquer. Alors voilà, c'est le moment juste maintenant où je dois, pour bien ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure de la réunion, bien préciser que vous devez, si vous avez des questions, les poser avec le chat où il est marqué donc Q et R juste au-dessus à gauche de votre écran.
C'est maintenant aussi que je vais essayer de balayer un peu tous les intervenants de tous les participants à ce webinaire, puisque on a vu en tout cas dans le questionnaire que vous avez pu remplir par rapport à votre profession, il y a vraiment de tout dans les auditeurs de ce webinaire, autant des professionnels de la santé que des pédagogues. On a parlé d'abord de communication thérapeutique, ce que c'est et on l'a défini. Maintenant, je vais vous expliquer en fait comment est-ce que aussi moi j'en ai fait quelque chose pour pouvoir le transmettre. Donc, ces outils, il y en a beaucoup, en collaboration avec les cadres médico-infirmiers du service d'urgence dans lequel j'ai créé l'outil dont je vais un peu développer les aspects plus tard. On a sélectionné 18 items de communication thérapeutique qui seraient applicables principalement donc, dans le service des urgences dans lequel ça a été créé, mais qui sont en fait applicables dans beaucoup de milieux de soins. On s'est associé donc avec Pauline Antoine, qui est alias Poney Illustration, c'est une amie avec qui nous avons créé pendant 1 an des affiches didactico-ludiques qui vulgarisent des outils de communication et qui permettent réellement de transmettre une information. Et donc, pendant 1 an, tous les 15 jours, nous avons diffusé une affiche différente à chaque fois qui traduisait un des outils de communication thérapeutique. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est quand nos actes sont en accord avec nos paroles, d'après Gandhi. Il est évident que la majorité des soignants, j'espère majorité maximale et tous, lorsqu'ils se lèvent le matin, veulent faire le bien et non le mal. Or, on se rend compte qu'il y a énormément d'échecs en matière de communication. 86% des plaintes reçues par les hôpitaux et par les services de médiation fédéraux, en Belgique, en France et en Suisse, sont dues à des problèmes de communication. Donc, il est évident que dans nos cursus, en tout cas nos curriculums anciens au niveau médical ou de soignants ou infirmiers, il y a un monde de différence avec ce qui se passe maintenant. Maintenant, ils ont des cours de communication, nous n'en avions pas. Et donc, on se rend compte que les professionnels de la santé actuels ont besoin d'outils pour communiquer mieux avec nos patients, puisque cette communication est tributaire de notre réel travail au niveau de la santé. Alors, on avait donc défini 18 items qui étaient en vue des professionnels de la santé qu'on a classés selon 3 petites valisettes, puisque les urgences, nous, on aime bien les ranger dans des valises, et des couleurs avec le non-verbal, le paraverbal et le verbal. On va détailler quelques exemples de chaque petite valise. Alors, le premier, c'est le non-verbal. Je vous rappelle que le non-verbal, c'est un des codes de la communication qui exprime le mieux notre empathie. Alors ici, 2 études qui ont été magnifiquement menées et qui observent si le soignant s'assied ou reste debout lors d'un contact médical. La première, c'est un tour de salle en oncologie. C'est une étude qui a été bien randomisée, bien contrôlée, et on a observé si le soignant restait debout ou était assis. Eh bien, on voit, si vous voyez bien les chiffres, que, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais donc lorsque le médecin ou le soignant reste assis 1 minute 04, le patient a la sensation que le médecin est resté 5 minutes 14. A contrario, lorsque l'on reste 1 minute 28, eh bien, le patient a l'impression que l'on reste 3 minutes 44. Ce qui montre que le ressenti du malade, déjà rien qu'en étant présent, est déjà plus important que le temps réel passé au chevet du malade. Mais surtout, on voit qu'on ne perd pas de temps à s'asseoir au chevet de nos malades. Au contraire, on en gagne. Et également, les Texans, ça c'était une étude plus récente en 2023, nous ont montré que le placement de la chaise dans la cabine de consultation va faire changer le comportement du soignant. C'est-à-dire que si la chaise est disponible, le soignant va s'asseoir. Si la chaise n'est pas disponible, le soignant ne s'assied pas. Et de la même manière, pour l'une ou pour l'autre, on voit que la satisfaction de la sensation d'écoute du soigné est vraiment très importante et drastiquement beaucoup plus importante lorsque le soignant s'assied. Donc la première chose, un des premiers outils que l'on peut faire, c'est se mettre au même niveau que nos malades, s'asseoir pour avoir vraiment cette diminution de la symétrie relationnelle. En image, ça donnait ça. Interpeller avec un peu d'humour pour bien montrer que si cette chaise est là, eh bien, si on l'utilise, ça change totalement le ressenti de nos malades. Au niveau du
paraverbal. Donc ça, c'est plutôt le son, le timbre et le rythme de notre voix. Il y a 2 études qui sont assez intéressantes. La première ici, c'est des chirurgiens qui ont été enregistrés lors de consultations téléphoniques. Et on a après jugé en fonction du caractère empathique ou non empathique de leur conversation. Ils ont corrélé ça avec le nombre de plaintes au pénal reçues par ces chirurgiens orthopédistes. Eh bien, malheureusement, il y a réellement une corrélation entre le nombre de plaintes reçues par ces chirurgiens et le ton empathique ou non empathique de leur voix lors de consultations téléphoniques. Ce qui fait dire que la manière dont on parle, bien que le paraverbal, le son, le timbre et le rythme de notre voix transparaît réellement notre empathie. J'observe donc, lors de mon entretien, le paraverbal, donc il y a le volume, comme je vous disais, le timbre et le rythme de notre voix. En image, ça donne ça. Car oui, avec notre voix, nous pouvons apporter plus de calme, plus de confort et plus de chaleur. Alors les mots, est-ce que au niveau du verbal, réellement les mots peuvent affecter la sensation algique ou non de notre patient? Eh bien ici, vous avez une multitude d'études qui a vraiment prouvé cet effet qu'on appelle l'effet nocebo, qui est de l'utilisation d'un certain vocabulaire qu'on peut appeler algique ou antalgique en fonction des mots choisis. On va le développer. Un mot classique, utilisé en salle d'urgence principalement, mais dans d'autres endroits également, on parle de box pour les patients. Est-ce que réellement, dans l'oreille de nos malades, le mot box veut dire ce qui est la définition réelle d'un dictionnaire, c'est-à-dire un endroit d'isolement dans un hôpital ou dans un tribunal? Eh bien, lorsqu'on parle de box, les patients, la première chose qu'ils voient, c'est le cheval. Il y a donc intérêt à peut-être un petit peu vérifier notre vocabulaire et imaginer que nos patients, lors d'un stress aigu, ne sont pas capables d'aller au-delà du mot initial. Et donc, dès qu'ils entendent un mot, ils vont comprendre la définition primaire. Par exemple, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire mal, ou n'ayez pas peur, sont des phrases que nous employons tous les jours. L'enfer étant pavé de bonnes intentions. Mais lorsque notre patient est soumis à ce stress important, il n'entend que les mots. La négation n'est pas intéressante lorsque le patient est en état de conscience, que l'on va dire modifié ou altéré ou modulé, inquiet, mal et peur. C'est la seule chose qu'il entend. Donc, préférez plutôt une formulation positive. Soyez rassurés. Je vais tout faire pour votre confort. Ou quand on met une perfusion pour un antalgique, ce que je vous mets là, c'est pour vous soulager. Car le patient va à ce moment-là réellement entendre votre intention, c'est-à-dire qu'il va être rassuré, confortable et soulagé. Comme si on allumait, pour reprendre les mots de Jean Becchiot, des ampoules en fait au niveau du cerveau de notre malade. Lorsqu'on emploie cette terminologie habituelle, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire mal, ce qu'on allume comme ampoule au niveau cérébral, c'est-à-dire les zones du cerveau, le paquet d'affects qui s'allument au niveau du cerveau lorsque l'on donne un mot à nos malades, est peut-être différent de celui que l'on veut réellement, puisque en parlant de ne vous inquiétez pas, on voudrait qu'il soit rassuré, en disant ne vous inquiétez pas, je l'inquiète plus qu'autre chose. Un autre exemple, lorsque l'on désinfecte la peau, attention, ça va être froid, eh bien, il y a peut-être une autre manière de faire qui serait plutôt, ça va être légèrement frais. Alors, je voudrais vous faire part de cette étude qui est incroyable, qui a été faite par Nicolas Fusco, Franck Bernard et 2 anesthésistes également de Saint-Luc, Fabienne Rollans et Christine Ouattremé. Ils ont pris une cohorte de 300 patients qui arrivaient en salle d'opération et pour lesquels on devait mettre un cathéter au niveau du bras. Alors, il y a eu donc 100 patients pour lesquels, de manière donc aléatoire, on a choisi de leur faire un effet nocebo au niveau du vocabulaire employé. Et je m'explique, au moment où on mettait le garrot, je place le garrot pour dilater votre veine, attention, ça va serrer. Au moment où il désinfectait la peau, attention, ça va être froid. Et au moment où on introduit le cathéter dans la peau, attention, 1, 2, 3, je pique. Ça, c'est la première cohorte de patients.
et puis ils les ont soumis à un test de douleur, donc de mettre la douleur sur une échelle de 0 à 10. Combien vous avez mal entre 0 et 10? Et ils ont calculé un chiffre. Les 100 patients autres, c'était au niveau neutre, simplement décrire ce qu'on fait. Je mets le garrot autour de votre bras pour dilater votre veine, je vais désinfecter la peau, je place le cathéter dedans. Neutre. La version hypnotique, au moment de mettre le garrot autour du bras, et comment est-ce que vous êtes venu à l'hôpital au moment de désinfecter la peau et de combien de temps était votre trajet jusqu'ici? Et au moment, juste avant d'introduire le cathéter, est-ce que votre vélo va toujours à la piscine? Et ils ont soumis tous ces patients à ce test d'échelle visuelle analogique, donc de mettre la douleur sur une échelle de 0 à 10. Si vous regardez bien le tableau de droite, là vous voyez que l'effet réel au niveau de la douleur est très important, avec une diminution drastique de la douleur lorsque le patient a pu bénéficier d'un vocabulaire totalement différent que le « attention, je pique ». On voit également que si c'est « attention, je pique », en fait, on fait plus mal au malade. Si nous utilisons un vocabulaire tout à fait neutre, il semble que ça ne fasse ni chaud ni froid, entre guillemets, la douleur est tout à fait stable. Mais on ne va pas améliorer la douleur de quelqu'un, ou en tout cas la diminuer, si on utilise un vocabulaire neutre. On ne va l'améliorer que si on utilise cet outil qui est hypnotique, c'est-à-dire l'outil de la confusion. Alors, chaque fois que j'explique cette étude, oui, mais bon, Laure, t'es bien mignonne, mais ton vélo, la piscine, moi, ça me fait juste penser à un effort encore physique qui est de faire de l'aquabike. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être vraiment décrites et qui peuvent vraiment changer les choses, c'est-à-dire qu'il faut trouver un vocabulaire et une phrase qui est soit saugrenue, soit compliquée, je vous expliquerai un peu plus tard, donc soit saugrenue, soit compliquée pour focaliser l'attention de notre malade juste avant de faire un geste algique avec une phrase pour laquelle le patient va pouvoir réfléchir à la réelle, soit la réalité de cette phrase, soit sa compréhension. Parce que bon, tout le monde n'est pas habitué à parler de « où avez-vous garé votre éléphant » ou « où avez-vous garé votre chameau » qui sont des phrases empruntées à des collègues. Mais également, moi je connais quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude de travailler en hypnose, mais qui, par hasard, faisait toujours une sorte de confusion en utilisant cette phrase « Oh, moi, vous savez, j'ai une obligation de moyens, pas de résultat ». C'est une autre manière de faire de la confusion, puisque c'est sortir une phrase saugrenue, donc qui est complètement sortie du contexte quand même un peu étrange, mais qui oblige le patient à focaliser son attention sur sa compréhension. Lorsque l'attention est focalisée sur la compréhension de cette phrase, qui est soit saugrenue, soit réelle, mais compliquée, eh bien, à ce moment-là, si vous utilisez ce moment de compréhension du patient pour mettre le cathéter dans sa peau, je peux vous assurer qu'il va avoir une perception de la douleur qui est différente et donc améliorer son vécu au niveau de l'antalgie. Alors, je voulais vous faire part d'une petite donc une vidéo que j'aimerais vous partager, surtout vous montrer cette différence entre le verbal, le non-verbal et le paraverbal. C'est une vidéo qui est issue du planton de gendarmerie de Modane, donc un secours héliporté. J'aimerais focaliser votre attention sur le travail d'équipe, la place de chacun, c'est un regard assez critique, sur le médecin, alors il n'y a pas d'infirmier en secours en montagne, c'est un gendarme. C'est le gendarme, vous allez voir, qui va beaucoup parler lors de la vidéo. Je vais lancer cette vidéo. Alors, comment faire ? Comme ceci, voilà. Et vous focalisez également votre attention sur l'effet des mots que le gendarme va employer sur la patiente. Je vous laisse regarder. Ça va, c'est comment ton prénom? Calme-toi. Le médecin, il va te mettre. Il te découvre le bras, il va te faire une piqûre pour te faire des calmants. Oui, mais comme ça, tu auras plus mal. Comme ça, tu auras plus mal. C'est obligé. Il va descendre. On peut pas donner un comprimé avalé. D'accord? Comme ta jambe, elle est peut-être cassée, on est obligé de passer un produit avec une piqûre directement. Mais c'est pour que ce soit soulagé, pour qu'on puisse t'amener à l'hôpital. Il n'y a pas de souci. Il y a les pisteurs, il y a le médecin, il y a l'hélicoptère, tout est là.
T'énerve pas, ça sert plus à rien maintenant. Qu'est-ce qui fait mal, chérie? C'est la jambe. C'est la jambe? On va s'en occuper de la jambe. Pour le moment, on fait tout ce qu'il faut pour plus que t'aies mal, Fanny, d'accord? Une fois que t'as plus mal, après, on s'occupe de ta jambe, on la remet bien en droite, on te met dans le super matelas et on fait un tour d'hélico et on descend à l'hôpital pour s'occuper encore mieux de ta jambe. Difficile de raisonner les jeunes blessés face à la douleur. Il faut trouver les bons mots. C'est aussi cela la mission des sauveteurs. Fini. Dès qu'il t'aura passé le petit produit qui fait plus mal, tu vas voir. Ça va se passer comme une lettre à la poste. Ça va être tout de suite mieux. Pour calmer la fillette, le médecin lui administre un antidouleur. T'as déjà fait de l'avion, l'hélicoptère? Et voilà. Tu te laisses aller, écoute-moi. C'est moi que tu regardes. Regarde bien Bernard. Tu suis que Bernard. Tu regardes Bernard, ça sert pour quoi? Les effets du médicament commencent à agir. Voilà. Donc, vous avez pu voir cette vidéo. C'est particulier quand même de faire un webinaire sur la communication sans pouvoir réellement communiquer avec vous. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, et j'espère que ce que vous avez vu et pu voir, et ce qui est important pour moi en tout cas que de vous partager avec cette vidéo, c'est vraiment vous montrer c'est que ce gendarme, il a un paraverbal et un non-verbal qui sont parfaits. Il est avec à son niveau, il est vraiment attentionné par rapport à elle, il va utiliser vraiment un timbre et un volume au niveau de sa voix qui est rassurant. Néanmoins, au niveau de son verbal, il fait énormément de maladresse. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il emploie énormément de négations et il utilise énormément de termes qui pour lui sont tout à fait OK et pour un soignant sont tout à fait bons, mais pour la patiente, ils sont dramatiques puisqu'ils allument dans son cerveau stressé que des choses qui sont compliquées pour elle, la piqûre, l'hélicoptère, la douleur, la jambe. Il focalise réellement l'attention sur cette jambe et il laisse cet enfant vraiment focaliser son attention sur cette jambe. Voilà, ça c'était pour illustrer le propos. J'espère que vous avez pu entendre tout ce que la vidéo pouvait vous montrer. Alors, si on reprend plutôt l'outil pédagogique qu'on avait créé lors de cette année, donc c'était juste une année post-Covid pour transmettre ces outils. Donc, les images en fait que vous voyez ici sont un résumé de toute l'année, on va dire, le récap de fin d'année, où tous les 15 jours, une affiche différente était affichée selon donc le verbal, le non-verbal, le paraverbal et les petits bonus, mais également d'autres petits tips qui sont beaucoup plus précis par rapport à la médecine d'urgence. De toutes ces affiches, nous avons fait un recueil d'abord, puis on a recueilli également les commentaires de nos collègues, et puis on en a fait en fait un livre dans lequel on a intégré tous ces outils dans une histoire, l'histoire de Simon, qui va arriver, lui va lui arriver une petite bricole parce qu'il a vraiment très très mal au ventre. Il va se retrouver d'abord dans le cabinet de son médecin généraliste et puis il va passer par les méandres, on va dire, de la salle d'urgence et également la radiologie, de quelques services, en tout cas hospitaliers, qui vont, avec toute leur bienveillance, avoir pas mal de maladresse, mais également avoir, lorsque la couleur revient dans l'image, eh bien, plein d'outils et de belles choses qui peuvent se faire dans chaque consultation un peu atypique de la médecine. Voilà. Alors ça, c'est plutôt pour ceux d'entre vous et d'entre nous qui sont plus du volet scientifique et peut-être pédagogique, mais donc je vais vous faire part un peu de ce que je fais comme recherche par rapport à ça. Mon postulat de base, c'est que, et je pense que ça rejoint ce qui a été dit au tout début de ce séminaire par l'IFH, le postulat, c'est que chaque outil de communication que le soignant va mettre en place dans sa pratique, pour moi, je pense, va aider également à améliorer son bien-être au travail. Et donc, lorsque j'interviens dans les hôpitaux pour faire des formations, je leur demande au préalable de remplir ce questionnaire qui est le GHQ12, qui est un questionnaire qui permet de voir sur une échelle de 1 à 10 comment est-ce qu'ils se sentent au niveau de leur travail, mais surtout s'ils ont besoin, oui ou non, de l'intervention d'un professionnel de la santé mentale par rapport à leur bien-être au travail. Et parallèlement à ça, je leur demande en fait de voir quelles sont subjectivement leurs communications après avoir fait donc, une année. Donc j'accompagne en fait les services hospitaliers pendant 1 an avec donc une intervention orale, avec une simulation, en intervision, une affiche illustrée qui apparaît tous les 15 jours dans les services. 6 mois plus tard,
on refait, on présente les 8 autres outils, et puis on continue comme ça pendant 1 an. À la fin de ce cursus, on va réévaluer par un questionnaire subjectif la manière dont les participants sentent qu'ils communiquent avec leurs patients, et également un GHQ-12 pour essayer de prouver que ça améliore, le bien-être des patients, mais également et que ça a un effet au niveau des résultats en termes de soins de santé, mais également le bien-être au travail des soignants. Voilà, il est 19h40, on m'avait donné 40 minutes. Je n'ai pas dépassé le timing. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion de poser des questions si vous en avez et que ce séminaire aura été profitable pour vous. Je laisse donc la parole à l'IFH. Merci beaucoup, Laure. Merci Laure pour cette présentation et ce détail. Donc sachez que oui, avant de passer à la partie questions-réponses, vous aurez accès au replay de ce webinaire donc quelques jours après. Voilà, pour ceux qui ont dû nous quitter entre-temps. Et pour rester informés de nos prochaines actualités, de nos prochains webinaires, ce type d'événement vous intéresse, et ben voilà, restez connectés avec nous, que ce soit via notre newsletter, sur les réseaux sociaux. Voilà, on est là et donc on a hâte de refaire de nouveaux événements comme celui-ci. Donc, je vais vous diffuser, juste pour terminer, un petit sondage. Tout simplement, vous avez déjà eu un petit sondage de diffuser. Je vous en diffuse un autre. C'est tout simplement pour savoir votre avis, ce que vous avez pensé de ce type de format et pour qu'on puisse aussi s'améliorer, nous, à l'avenir. Voilà. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, on en a quelques-unes. Alors, je commence. Alors, je vais coupler les deux questions qui vont un petit peu ensemble. Donc, Laure, on a tout d'abord, quelle est la différence entre une communication bienveillante et la communication thérapeutique? Quel est l'apport supplémentaire de ces techniques en comparaison avec une communication empathique? Et je couple avec la question suivante qui est plutôt, est-ce qu'on appelle parfois la communication non violente aussi? Alors, comme je disais au début, c'est sûr que c'est quelque chose de très différent. Alors, tous les outils de communication n'appartiennent pas uniquement à la communication thérapeutique ou à la communication hypnotique ou à la communication non violente. Tous ces outils se regroupent. Clairement, il y a des similitudes. Mais ce qui fait la particularité, en tout cas pour moi, de la communication thérapeutique, c'est qu'elle a réellement un effet antalgique et anxiolytique qui est réellement prouvé par l'hypnose, l'outil hypnotique. C'est-à-dire que on ne va pas juste, entre guillemets, faire de la communication, on va utiliser des outils qui sont des outils issus de l'hypnose pour faire en sorte que nos malades aient réellement un vécu différent au niveau de leurs sensations, au niveau sensoriel. On n'est pas que dans la question de la transmission d'informations, on est également dans quelque chose qui est, à mon sens, thérapeutique, c'est-à-dire soulager la douleur. Très bien. J'espère avoir répondu. Très bien, merci Laure. Alors, une deuxième question que l'on a, c'est est-ce que ces principes sont applicables à tout type de patients, et notamment les patients âgés ou au contraire les enfants? Tout à fait. Ces principes de communication sont vraiment applicables à tout type de patient. Alors, je pense qu'il y a des spécificités à adopter selon le patient qu'on a en face de nous, mais c'est certain que tout patient s'attend à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal. Et donc, tout patient s'attend à avoir une qualité de communication supplémentaire. Donc oui, ça s'applique à tous. Maintenant, il y a des spécificités qu'il faut développer selon le contact qu'on soit avec un enfant ou un patient gériatrique. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même attitude, en tout cas. Rien que, voilà, par rapport à la taille, un enfant, et ça, c'est quelque chose qu'on fait habituellement, et c'est assez frappant de voir ça, mais quand on est avec un enfant, souvent, on va se mettre à son niveau. Et la question est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec un adulte? Or, avec l'enfant, c'est déjà une manière de montrer qu'on est en communication avec lui, c'est de se mettre à son niveau. Donc ça, c'est plutôt pour le côté un peu paradoxal, mais réellement, quand on veut communiquer avec un enfant, on se met à son niveau. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec un adulte? Mais oui, par rapport à vraiment la question principale, oui, on utilise les outils de communication thérapeutique tant pour un patient gériatrique que pour un patient pédiatrique. Merci. Ok, très bien. On a une question aussi, donc concrètement, quelles sont les réactions des patients après avoir fait la technique de la confusion lors de la mise en place d'une perfusion? Quelles sont leurs réactions, vous avez pu observer, vous, personnellement? Eh bien, alors, il y a un phénomène de surprise, surtout que le geste soit déjà fait.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'on arrive avec notre matériel. Les patients savent très bien ce qui va se passer. On vient avec du matériel pour faire un soin qui est le fait de mettre une perfusion ou mettre un cathéter, qui est un soin un petit peu plus long. Mais donc, le patient sait à quoi s'attendre. On ne le surprend pas dans le geste. Par contre, on va le surprendre dans le fait qu'il ne va rien sentir. Alors, ce qui est très important de faire pour utiliser cet outil de la confusion, c'est de s'approprier vraiment. Donc, une phrase utile et facile qui sort facilement pour le soignant, quel que soit le geste qu'il va faire. Souvent, c'est toujours la même. Et qui va focaliser l'attention du malade donc sur autre chose que sur le geste douloureux et attendre vraiment que ce patient ait ce regard qui est en train de chercher quelque chose pour faire le gestalgie. Et généralement, ce qui se passe après, c'est que les patients, donc déjà, sont « ah bon, c'est fait », ils sont très, très surpris de n'avoir rien senti, mais surtout, le soignant doit absolument dédramatiser la phrase saugrenue qu'il vient de dire en disant simplement la phrase « c'était pour mettre la perfusion avec tout le confort du monde ». On peut utiliser n'importe quelle terminologie, mais c'est sûr qu'il faut vraiment après se réapproprier, on va dire, la concentration du patient en disant « c'était simplement pour que ce soit le plus confortable pour vous ». Et souvent, tout ce qu'on a comme réaction, c'est « merci ». Très bien. Alors, une personne dans l'assistance demande si on peut se procurer le petit livret didactique et avoir les 18 items pour travailler sur le terrain. Alors, il y a le livre, mais est-ce qu'il y a autre chose en plus du livre que l'on peut trouver dans les librairies, qui est édité donc chez Satas, je le rappelle? Oui, donc tout à fait. Satas propose également les affiches. Donc, les affiches ont été éditées également par les éditions Satas. Elles sont disponibles donc à la vente et elles sont voilà, c'est des affiches qui sont en format A3 que tout professionnel de la santé peut vraiment utiliser pour transmettre ces outils de communication thérapeutique. Alors, elles ne suffisent pas à elles-mêmes dans le sens où il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit référent pour que, on va dire, tous les soignants puissent poser les questions, observer, aller vraiment se renseigner pour plus de théorie. Mais en tout cas, elles sont la base de la communication thérapeutique pour tout soignant et elles permettent d'interpeller surtout dans les centres où certains d'entre nous ont certainement eu cet écueil de vouloir transmettre la communication thérapeutique ou les bases de l'hypnose à leurs collègues et voient qu'au niveau de l'application, c'est quelque chose de plus compliqué. Les affiches ont cette particularité d'être avec beaucoup d'humour. Pauline a vraiment fait un travail de vulgarisation très important, mais surtout, elle a mis sa touche d'humour personnel qui permet vraiment d'interpeller des soignants qui n'ont pas spécialement l'occasion, l'envie, on va dire l'intérêt pour une formation de ce type-là. Ça permet de faire un effet de tache d'huile en fait au sein d'un service et de marcher ensemble dans la même direction. Oui, complètement. Pour compléter peut-être un point par rapport à ce que vous disiez, c'est que on constate souvent que l'efficacité des techniques d'hypnose, elle est très liée à une pratique collective. Alors, pour les personnes qui travaillent en collectif, évidemment, si un praticien est seul avec son patient, c'est différent, mais on voit qu'il y a un effet d'entraînement qui est très positif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait aussi des formations en intra-établissement à tout un ensemble de personnes pour créer cette dynamique. Et en parallèle, c'est une bonne pratique que d'avoir une personne référente qui va être experte, qui va pour être la locomotive de tout le train, effectivement. Mais c'est vraiment un point important que de lever les éventuels freins et d'avoir une cohérence dans l'accompagnement du patient à partir du premier moment où il arrive dans l'hôpital et après, il va passer par différents services et avoir toute cette cohérence fait qu'il n'y aura pas de pic de stress justement dans tout l'accompagnement. Tout à fait. Une personne… Si je peux juste rebondir, c'est vraiment ça, je pense, la clé, c'est de vraiment, je pense que chaque professionnel de la santé sait que nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne de soins et que pour réellement arriver à améliorer la santé de nos malades, il est essentiel que chaque contact en fait avec le milieu de soins soit travaillé et soigné et donc soit dans la même cohérence, oui, envers vraiment cette bienveillance
envers le soignant qui, malheureusement, actuellement fait relativement défaut. En tout cas, c'est ce que les patients ressentent. Parce que, donc, on parle des plaintes, 86% des plaintes sont dues à des problèmes de communication, oui, mais il faut savoir aussi que c'est notre cerveau, malheureusement, humain, qui favorise la rétention de l'information négative plutôt que celle positive, celle qui fait qu'on est actuellement encore sur cette terre, c'est ce qui fait qu'on a appris de nos erreurs, mais donc on va retenir des choses qui sont négatives. Et donc un patient qui peut avoir eu une prise en charge, une prise en soin vraiment de qualité au niveau communicationnel au début de sa prise en charge, et puis au fur et à mesure, peut-être qu'il va rencontrer des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette formation, et peut-être que le patient ne va retenir que ça. Donc, c'est très important de toujours avoir cet esprit critique par rapport justement aux plaintes que nous recevons dans les services de soins, que ce soit en dentisterie, en médecine ou en soins infirmiers. Il y a vraiment ce cerveau qui nous empêche de retenir les choses positives et donc essayer de garder cette cohérence. Mais c'est sûr que si tout le monde marche ensemble vers une communication bienveillante, eh bien, le patient aura ce ressenti positif à tous les niveaux de la prise en charge. Complètement. Très bien, merci. On a pas mal d'autres petites questions encore. Donc, une, ça serait donc comment communiquer correctement avec un patient qui est intubé en soins intensifs, par exemple? Alors, déjà, tout dépend de comment est-ce qu'il est éveillé, parce que donc pour ceux qui ne savent pas, quand on est intubé, on n'est pas toujours sédaté à 100%. Il y a même les nouveaux papiers font qu'on sédate de moins en moins les patients. Alors, je pense que la première chose, c'est d'avoir l'attitude toujours qui est à travailler, la manière dont on va aborder le malade. Donc, le malade qui est à ce moment-là dans une vulnérabilité très importante puisqu'il est couché, dépendant totalement des soignants. Et ça va plutôt être, je pense, la première chose, c'est l'attitude de la façon d'être au chevet du malade. Par rapport à la communication, simplement, déjà, j'ai envie de dire, s'excuser de la situation dans le sens où on sait que le patient ne va peut-être pas savoir répondre, mais dès qu'on peut avoir un contact visuel, donc soit avec les yeux, soit au moins un contact au niveau du toucher, on peut avoir réellement une communication entre deux êtres, puisqu'on peut poser des questions au malade qui va nous répondre simplement en serrant ou en montrant du doigt ou simplement avec le regard. On peut réellement communiquer avec un patient qui est intubé. Oui. On n'a pas besoin du verbal pour communiquer. C'est aussi la preuve par A plus B que nous avons du verbal, du non-verbal et du paraverbal dans le code de la communication. Très bien. Une question de Cécile qui nous demande si est-ce que le fait d'utiliser la confusion ne peut pas générer, dans certains cas, une certaine angoisse? Alors, c'est une bonne question. Alors, ce qui se passe, c'est que la confusion utilise en fait le premier type que j'ai expliqué de cette sidération cérébrale un peu lorsqu'on est stressé. C'est un peu ça qu'on fait avec de la confusion, mais à un escient, il y a pour une bienveillance, pour réellement diminuer cette sensation algique. Alors, je pense que si on le fait de manière confiante, en sachant exactement pourquoi et comment est-ce qu'on le fait, eh bien, non, je ne pense pas que ça va augmenter l'anxiété parce que rien que le fait d'avoir un geste qui est moins douloureux, ça va diminuer l'anxiété du malade puisque lui s'attendait à avoir mal. En fait, il a un ressenti qui est inférieur par rapport à son attente. Et puis, si on arrive à vraiment détricoter l'histoire en disant simplement, vous voyez, c'était simplement pour votre confort, je pense qu'on diminue drastiquement le niveau d'anxiété du malade. Très bien. Donc, on a une autre personne qui nous demande si on n'est pas à l'aise donc avec la confusion, le fait que le patient nous raconte son activité agréable ou sa recette préférée, est-ce qu'elle aurait autant d'impact est-ce qu'elle aurait autant d'impact que la confusion et est-ce que c'est incontournable? Alors, est-ce que c'est incontournable? Je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais en tout cas, par rapport au fait de focaliser l'attention, l'idée de la confusion, c'est de focaliser aussi l'attention du patient sur
autre chose. Maintenant, c'est sûr que là, on parle plutôt d'une conversation hypnotique, en fait, hein, ce que la personne qui pose la question, je pense, évoque. C'est vraiment ce flux d'informations que l'on veut que le patient nous transmette, en fait, pendant les soins. Donc, ça veut dire qu'on va focaliser son attention en l'invitant à nous raconter un endroit agréable, un moment de ses dernières vacances, un futur agréable. Tout ça focalise son attention et peut être utilisé pour faire un geste algique que le patient ne va pas ressentir. Mais je pense que l'impact, en tout cas ce qui a été prouvé par cette étude que je vous ai montrée, et ce n'est pas prouvé encore, je pense, pour l'hypnose conversationnelle, mais par rapport à un geste algique unique, et donc il y a un point douloureux, je pense que la confusion est plus efficace. Alors, sur ces gestes algiques et par exemple sur le fait de piquer sans prévenir, une personne interroge sur la question du consentement. Est-ce que on peut s'autoriser à ne pas prévenir afin de réduire, si ça permet de réduire la perception de la douleur ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je réponds souvent à cette question parce que c'est une question qui est souvent évoquée. Le patient, si vous avez créé cette confiance avant, ce lien de confiance, cette alliance thérapeutique, et que vous avez expliqué que vous allez lui faire un examen biologique, les patients savent ce qui se passe. C'est comme je vous dis, vous venez avec votre bassin, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais nous on appelle ça les bassins réniformes. Vous venez avec tout votre matériel, le patient sait ce qui va se passer puisque vous lui avez normalement expliqué avant. Donc, le consentement, pour moi, il a été fait au niveau de cette alliance thérapeutique de base. Moi, j'avoue ne pas demander spécialement au patient avant de lui mettre un anesthésique local pour faire une suture. Le patient sait qu'on va faire en sorte que son confort soit là. Je ne vais pas verbaliser le fait que je vais piquer pour lui mettre un anesthésique local et que ça va faire mal. Mais par contre, je vais lui proposer et je vais lui dire qu'on va utiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour diminuer la sensation douloureuse, par exemple. On va le dire avec ces termes-là, mais c'est ça qu'on va utiliser. Donc, pour moi, l'utilisation de la confusion, c'est la même chose et je l'utilise de la même manière qu'un anesthésique local. Et donc, au niveau du consentement, je pense que c'est un consentement avec une confiance mutuelle. C'est sûr que si on doit faire signer le patient pour chaque geste qu'on va faire, dans un sens, avec la confusion, on ne doit pas spécialement faire signer quelqu'un parce qu'on sait que le patient veut être soulagé dans un sens et veut qu'on fasse ce geste puisqu'il est là pour du soin. Le consentement, je pense que est implicite dû au fait que le geste va être différé de la manière dont on va le faire. Très bien, merci. On approche de l'heure limite. Alors, on a une question. Alors, après, s'il vous en reste, vous pouvez encore les poser dans le chat. Une question concernant les canaux sensoriels qui sont diminués lors d'un stress aigu. Est-ce qu'il y en a un en particulier? Est-ce que ça dépend des personnes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas vraiment les canaux sensoriels qui sont diminués parce que justement, les canaux sensoriels, on va dire, sont plutôt ouverts quand on est en stress aigu. C'est plutôt la communication entre l'utilisation. En fait, c'est comme si le cerveau ne savait plus comment utiliser justement ces repères sensoriels avec un comportement adéquat selon l'environnement. Donc ça, c'est pour expliquer plutôt la partie, on va dire, stress aigu et peut-être comportement inadéquat. Maintenant, quand on est dans un état d'état de conscience qui est modulé dû à l'état de stress, à la douleur, à cette attente, par exemple, en salle d'attente qui va favoriser cet état de conscience qui est modulé, la sensorialité, en fait, est, on va dire, changée, mais il n'y a pas spécialement de canal sensoriel qui sera plus atteint qu'un autre. Je pense que c'est vraiment personne dépendant selon notre canal sensoriel préférentiel de base. Très bien. Et donc, on a une dernière petite question, quelqu'un qui nous demande quel scénario pour confusionner? Quel scénario pour confusionner? Eh bien, c'est ce que je pense que c'est ce que j'ai déjà. Voilà, il y a plein de phrases qui peuvent être utiles, comme j'ai déjà évoqué. Donc, il y a vraiment il faut que ce soit une phrase qui soit très personnelle. Je pense que la réussite de la confusion tient à la confiance que le soignant va avoir en son geste et au fait de créer cette confusion. Ça, c'est pour moi une des choses qui est primordiale, c'est d'avoir une phrase qui est à soi, s'approprier quelque chose.
et que la phrase sorte de manière très facile, très rapide et au bon moment. Alors, voilà, dans l'étude que vous avez vue, c'est est-ce que votre vélo va toujours à la piscine? Et évidemment, il y a une multitude de phrases que vous pourriez dire. Je vous ai donné aussi l'exemple de mon mari qui, lui, préconise plutôt de faire autre chose et de faire une phrase qui est confuse. Oh, j'ai une obligation de moyens, pas de résultat. L'important, c'est surtout de trouver quelque chose qui vous est propre et qui peut, d'un côté aussi, vous aider au moment de faire un geste douloureux. Ok, très bien. Et donc, la dernière question avant de clôturer, c'est donc on dit qu'un patient qui arrive aux urgences, donc s'il est en transe négative, comment réussir à inverser cela? Donc, la participante précise, je pense aux patients hyperalgiques ou à ceux qui ont des grosses peurs, des grosses phobies de l'aiguille. Oui, tout à fait. La première chose, si le patient donc, est dans cet état cognitif négatif où il a l'impression, donc au niveau sensoriel, il est très ouvert, justement, il a l'impression un peu parano, que tout va être quelque chose d'agressif par rapport à son corps. La première chose à faire, c'est de le ramener ici et maintenant. Donc, via justement les canaux sensoriels, en partageant un environnement commun, en simplement expliquant, ben voilà, vous êtes ici au bon endroit, au bon moment, on va tout faire pour votre confort. Rien que là, ça va déjà diminuer son stress. Et il faut vraiment faire en sorte que le patient revienne ici et maintenant avec vraiment ses canaux sensoriels. Au niveau visuel, on peut simplement lui faire regarder. Regardez ici autour, vous êtes aux urgences, vous êtes au bon endroit. Vous entendez les bruits du monitoring, ils sont là pour vous rassurer et pour faire en sorte que nous, on puisse vraiment surveiller votre fréquence cardiaque. Rien qu'avec ça, le patient, il a ouvert ses chakras, on va dire, au niveau sensoriel, visuel, auditif. On lui demande simplement de sentir s'il est bien installé. Vous sentez le brancard là? Il est bien stable. Il est bien là pour que vous soyez bien confortable pendant toute la prise en soin. Rien qu'avec ça, vous avez balayé 3 canaux sensoriels et vous permettez au patient de revenir ici et maintenant. Et à partir de ce moment-là, vous le focalisez sur quelque chose de beaucoup plus confortable. Donc, c'est une façon de monopoliser en fait son cerveau pour qu'il soit focalisé sur les choses que vous voulez, c'est-à-dire son confort, l'informer, le rassurer. Très bien, c'est très clair. Oui, ben, on va pouvoir, je pense, clôturer ce webinaire. Nous arrivons pile à l'heure. Donc, merci Laure pour vraiment toutes ces précisions. Merci à tous les participants. Pour rappel, voilà, vous allez à tous les inscrits recevoir le lien du replay d'ici quelques jours. Vous aurez aussi accès sur notre chaîne YouTube à l'ensemble de nos webinaires sur tout type de sujet, que ce soit plus communication thérapeutique ou hypnose. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des suggestions de sujets qui vous intéresseraient. Vous pouvez nous contacter nous, vous pouvez également contacter Laure, voilà, pour des questions plus spécifiques. Merci beaucoup Laure, merci à tous les participants. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir.